Bonjour à tous et merci de nous suivre. Je m'appelle Chloé Dussert et je suis rédactrice au sein de l'agence Watt. J'ai l'honneur aujourd'hui d'animer une petite discussion entre nous et avec vous sur le thème IA, amis ou ennemis des créatifs. Alors, au sein de l'agence Watt, en fait, on s'est saisi du sujet IA, intelligence artificielle, depuis assez longtemps et c'est même rentré dans nos habitudes de travail. Alors, on s'est dit que ce serait peut-être intéressant de vous raconter à la fois où on en est dans nos réflexions et nos pratiques. Et pour en parler, j'ai la chance d'avoir quelques experts autour de moi, nos spécialistes internes en tout cas. Messieurs, je vous laisse peut-être vous présenter. On va commencer par Clément. Eh bien, bonjour tout le monde. Moi, je m'appelle Clément Carfentan. Je suis concepteur-rédacteur depuis bientôt 10 ans, je dirais. Donc, j'ai fait 8 ans dans une agence de médias et influence. Et là, ça fait 2 ans que j'ai rejoint toute cette équipe donc à l'agence Watt. Et bonjour, moi je suis Arnaud Dubois, je suis directeur de création chez Watt depuis 4 ans et j'ai une expérience en communication institutionnelle de plus de 20 ans. On ne jugera pas. Non. Ne jugez pas. Bonjour tout le monde, moi je suis Giro Tarida et aujourd'hui j'ai une double casquette puisque j'ai 10 ans de planning stratégique derrière moi. Donc ce sera avec cette casquette de planeur ex-planeur que j'interviendrai par moment. Et je suis aussi directeur de l'innovation désormais et en charge de l'intelligence artificielle. Donc voilà, j'ai la prétention de parler un petit peu couramment l'intelligence artificielle. Et il y a quelqu'un d'autre aussi qu'on ne voit pas, que vous ne voyez pas, mais qui est Lucille, notre responsable de communication et qui sera modératrice pendant cette conversation. Donc n'hésitez pas à envoyer vos petites questions sur le chat et on y répondra à la fin tous ensemble. Alors, j'ai une première question pour vous tous, messieurs. Voilà, on l'a entendu, je crois. D'ailleurs, je Salut, me Lucille. permets, pardon, ouais, voilà, j'ai vu que tu venais de mute ton micro, mais je me rends compte qu'il y a un micro-retour qu'on entend par ta fenêtre quand c'est pas le cas. Donc, si tu n'interviens pas, est-ce que tu peux juste le laisser fermer? Merci beaucoup. On va commencer par la question que peut-être tout le monde se pose, en tout cas nous, qu'on avait envie de poser de manière assez frontale. Est-ce que vous travaillez tous beaucoup moins depuis que l'IA existe? Qui répond? Qui commence à prendre la parole? Alors oui, moi je travaille 2 heures par jour à peu près maintenant. C'est faux, c'est une blague. Non, je dirais pas qu'on travaille moins, au contraire, mais on travaille peut-être mieux maintenant. Moi, je parle vraiment de mon expérience enfin mon utilisation, pardon, en conception-rédaction, parce que voilà, mon travail est très lié à trouver le bon mot, la bonne phrase qui va avoir de l'impact. Et donc j'avais une utilisation quotidienne de divers outils sur Internet, etc. Donc, que ce soit de la recherche lexicale, de la recherche de synonymes, etc. Et c'est vrai que l'IA, donc moi j'utilise des modèles de langage comme ChatGPT, Claude, Mistral, et ça a permis en fait d'agréger tous ces outils. Donc oui, c'est un vrai gain de temps de ce point de vue-là. Après, il y a quand même un vrai temps de réflexion, et je trouve que l'IA n'a pas remplacé ce temps de réflexion-là qui reste très humain, parce que la créativité reste humaine, évidemment. Arnaud, peut-être? Alors non, on travaille pas moins, mais on travaille mieux, comme le disait Clément, et on travaille surtout plus vite. C'est-à-dire que nous, avec ces générateurs d'images, ça nous permet aussi de tester les idées avec Clément, de phosphorer ensemble et de tester les idées, d'arriver sur une pertinence voulue entre le fond et la forme. Donc voilà, donc on peut tester des images, les affiner, faire répondre le fond et la forme, et comme ça nous permet d'accélérer en tout cas la réflexion et d'arriver sur un résultat qui est plus efficace et plus pertinent. Ouais, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. Un peu comme Clément, moi, dans mon rôle de planeur, je me rends compte que ça a remplacé pas mal de ma routine. Là où traditionnellement, le métier de planning, il y a quand même une partie amont qui consiste à consulter des études, enfin à les rechercher déjà dans un premier temps, à les consulter et à agréger toute cette donnée pour répondre à un problème. Désormais, il y a des modèles comme ChatGPT Search très récemment ou Perplexity qui nous permettent de faire remonter ces études de manière assez fiable. Là où c'est vrai qu'on sait que les modèles de langage ne le sont pas toujours, mais là, en l'occurrence, vu que ce sont des études externes qui sont sourcées, on a la garantie que ce sont des sources fiables. Et après de les agréger et de phosphorer avec les modèles de langage. Donc un peu comme toi Clément, là où traditionnellement je consultais peut-être une douzaine de sites sur lesquels j'avais mes habitudes, ces 12 sites-là ont été absorbés par deux, trois IA. Donc c'est la première chose. Et après, toujours en planning, je me rends compte que je m'en sers vraiment comme une annexe de mon cerveau. Là où traditionnellement j'étais un peu comme toi avec un calepin
Et quand je commençais un sujet, j'avais besoin de me prendre mes notes sur la stat que j'avais trouvée intéressante, faire le lien avec un élément du brief. Désormais, en fait, je le fais oralement ou en tapant avec mon clavier sur les modèles langage pour qu'ils formalisent à ma place en fait directement. Donc c'est vrai qu'en ça, c'est un vrai gain de temps. Et après, je te rejoins juste, et après j'arrête de parler, pardon, sur le gain de temps du passage de l'idée à la création. On l'a vu beaucoup en planning quand on va présenter pour le coup les résultats finaux auprès de nos clients. C'est vrai que traditionnellement, on y allait avec du carton plume, avec des storyboards qu'on avait fait refaits par des Hoffman ou par des directeurs artistiques. Et ça, mine de rien, ça a disparu, puisque désormais, on y va avec des concepts extrêmement aboutis, là où avant, il fallait faire preuve de beaucoup d'énergie pour dire, voyez, l'intention, elle sera comme ça, pas tout à fait comme ça, parce qu'on n'a pas trouvé le bon visuel, mais c'est dans cette direction qu'on veut aller. Bon, ben là, voilà, on a cette précision désormais de frappe avec ces IA pour montrer vraiment le visuel qu'on souhaite là à l'écran. Vous avez vu par exemple un exemple de storyboard qu'on peut faire désormais où voilà, ce sont que des faux personnages mais qui sont consistants, qui sont récurrents. On a des vraies intentions de réalisation. Enfin voilà, c'est beaucoup plus précis aussi pour le client pour se projeter. C'est vraiment très chouette en ce sens-là. Et vraiment, pour rebondir sur ce que tu dis, vraiment, les maquettes qu'on propose sont des maquettes ultra finalisées maintenant grâce à l'IA. C'est-à-dire que ce que tu dis, le style, la pertinence qu'on veut donner à l'image par rapport aux propos est ultra finalisé. Donc, ça te permet d'être force de proposition d'une manière assez puissante. Alors effectivement, si je comprends qu'on va plus vite maintenant de l'idée à la réalisation, est-ce que ça veut dire qu'à l'agence Watt, on va baisser nos tarifs? Personne ne veut répondre à cette question. Ben, je vais répondre à cette question. Alors non, évidemment que non. Non, parce que c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. L'IA, c'est une aide pour nous, évidemment pour faire se projeter nos clients, etc. Mais ça remplacera pas tout le temps de réflexion qu'il peut y avoir en amont. Ça révolutionne cette manière de réfléchir, mais ça va pas la remplacer. C'est-à-dire que quand nous on brainstorm sur une idée ou qu'on cherche une idée, ça peut prendre 1 heure, et dans ce cas c'est super, mais ça peut prendre aussi 1 jour. Et ça, même si l'IA nous aide à trouver des choses, à explorer aussi plus de territoires, voilà, ça n'empêche que ça ne le remplace pas. Alors, pour l'histoire des tarifs, non. Je vais prendre la même réponse que toi. C'est pas moins de travail. L'IA donne un résultat qui est quand même assez imparfait. C'est-à-dire que tout ce que produit l'IA a l'air comme ça esthétiquement très, très acceptable, mais il y a plein d'imperfections, il y a plein d'aberrations parce que c'est une agrégation de visuels les uns avec les autres, et donc le résultat est pas excellent. Il est présentable, mais il n'est pas excellent. Et j'en veux pour exemple, on a travaillé à un moment sur une proposition pour Chris Group et pour son usine Codir de fabrication de verre sur un key visuel qui devait faire la promotion du Made in France. Et donc, on a proposé une Marianne, une égérie en tout cas, une égérie dans un lotus de verre pour faire la promotion justement de cette capacité de produire en France des verres de qualité et embarquer comme ça la production française. Et donc, l'IA nous a proposé une maquette extrêmement finalisée qui a été extrêmement convaincante pour le client et qui a été très vite validée. Par contre, dans le niveau d'exigence d'incarner cette égérie et de la rendre très sensible et très humaine, on avait quelque chose d'un peu artificiel et mécanique qui ne nous satisfaisait pas. Et si on avait voulu utiliser cette IA comme produit final, il aurait fallu des heures de retouches pour arriver à ce naturel qu'on voulait. Donc, le temps qu'on passe avec l'IA est au-delà d'une capacité de production normale avec une photo ou une robe comme on l'a fait actuellement. On a produit la robe, on a pris un mannequin, on a fait une photographie avec le mouvement pour ramener cette incarnation et cette sensibilité qu'on voulait, ce que l'IA ne pouvait pas nous donner, à moins d'avoir passé des heures de retouche sur l'image. Donc voilà, les tarifs, non, c'est pas quelque chose qui nous simplifie vraiment la vie. Ça nous permet de produire beaucoup plus facilement. Par contre, la qualité d'exigence, on l'abandonne pas au profit de l'IA. On garde notre qualité d'exigence. Si l'IA nous le demande, c'est les heures de travail qu'on aura pour finaliser en tout cas cette image. Ouais, c'est beaucoup de temps passé. Vous l'avez pas trop évoqué, donc on comprend que l'IA, ça peut servir en avant-vente et puis au moment de la conception des projets très fortement. Est-ce que l'IA peut vous servir aussi d'outils de formation, par exemple, pour vous former à d'autres outils éventuellement, à d'autres pratiques et enrichir éventuellement vos compétences dans certains domaines? On fait comme ça à chaque fois. Vous vous organisez. Alors,
sur la formation, moi je crois j'ai jamais eu l'occasion en tout cas d'utiliser un modèle de langage type ChatGPT pour me former. Moi j'utilise évidemment Internet, tout ce qui va être forum, YouTube, etc. Mais l'IA jamais, je crois. J'ai un peu le même réflexe que toi, c'est-à-dire que l'IA étant artificielle par définition, ça rend quelque chose qui, pour moi, n'est pas forcément pertinent dans la réponse et dans la crédibilité que ça peut donner. Donc c'est plutôt, oui, faire appel aux communautés, aux gens qui expérimentent les choses, et c'est plutôt de la formation en allant, oui, sur le digital, sur les communautés, en contactant, en échangeant. Et la formation, pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement humain, c'est de l'expérience. Donc voilà, je préfère parler des communautés qu'à des machines. Ah, c'est marrant parce que pour le coup, j'ai une approche un peu différente de vous. Alors, c'est pas vraiment de la formation, mais pour le coup, quand je vais prompter sur du Midjourney ou sur du Flux, par exemple, je pars du principe que les IA, tels que les modèles de langage, maîtriseront mieux ces codes-là que moi-même. Et donc, je vais beaucoup me servir de ChatGPT, par exemple, pour prompter pour Midjourney. Après, je sais pas si ça rentre dans. Si, c'est l'IA pour se former à l'IA, en fait. Ouais, exactement. C'est un peu ça. Il y a un autre cas dans lequel je l'utilise, c'est pour m'auto-faire des tutos. Alors, ce qui va compléter YouTube, c'est-à-dire que je vais commencer par regarder YouTube pour comprendre un environnement nouveau, technologique, par exemple, sur un nouvel outil que je ne connais pas. Et après, je vais demander soit à ChatGPT, soit à Perplexity, d'ailleurs, que je trouve très bon là-dessus, de me faire un step by step, un tuto step by step de voilà, mon objectif c'est ça, guide-moi jusqu'à arriver à mes fins, quoi. Ça fait partie des usages que je me rends compte que je développe inconsciemment en fait depuis quelques temps. J'ai une question peut-être un peu plus de fond. On vit une période on le lit, on le voit partout, de défiance vis-à-vis des institutions, des entreprises, des discours des entreprises. Et ça se traduit en général, le pendant de ça, c'est une quête d'authenticité assez forte qu'on retrouve à la fois dans la communication corporate et aussi dans la com RH. Est-ce que l'IA, avec l'aspect artificiel qu'elle a, ne va pas un peu à l'encontre de cette authenticité recherchée ? Ouais, je me permets de garder le micro et là sans doute de mettre ma casquette plus directeur innovation, parce que ça fait partie des sujets qu'on a beaucoup bossé à l'agence. Voilà, l'IA en ce moment on en parle partout, on en parle tout le temps. Il y a des conférences à tire-larigot sur ce sujet-là. Donc c'est tentant de vouloir en mettre partout. Après, nous, la conviction qu'on a tous, je crois, à l'agence, c'est de se dire que sur nos métiers, tels que des métiers du corporate, qui vont traiter de com interne, qui vont traiter de RSE, qui vont traiter de recrutement, où on sait qu'on a des audiences qui effectivement sont en défiance. Et donc, c'est des audiences avec lesquelles on travaille depuis des années sur avoir des discours qui soient sincères, qui soient fondés. Sur des engagements qui soient authentiques, où on va bosser des campagnes de social media pour aller montrer de la culture interne, rendre tangible des assets voilà, humains de l'entreprise. On a la conviction que la LIA, c'est un no-go, quoi. Il faut vraiment faire attention où est-ce qu'on en met aussi. Le tout IA n'est pas forcément une très très bonne solution dans tous les cas. Arnaud ? Oui, l'IA est artificielle, donc faut le prendre pour ce qu'il est. On a, ça reste quelque chose qui est créé de manière composite, et donc oui, il faut le prendre. C'est pas une photographie, c'est vraiment une illustration. Enfin, c'est comme ça qu'il faut, à mon avis, l'aborder et avoir une transparence sur cette manière de produire, en tout cas d'image. Et on voit aussi beaucoup d'agents qui se développent là aussi, quand on l'utilise pour ce style illustratif qui est un style un peu artificiel. On a des artistes qui commencent à développer un vrai style vis-à-vis de ça et qui nous permettent aussi d'utiliser cette imagerie pour ce qu'elle est, avec le talent qui est le leur, qui est du temps. Voilà, on a Détroit qui fait ça, on a Collagène, on a pas mal de gens. Donc utiliser l'image, parce que la qualité n'est pas excellente en production, c'est pas recommandé, sauf peut-être en toute petite vignette, et vraiment c'est du concept plutôt de la vignette que de l'utiliser, parce que sinon l'aberration dans l'image se verra et il y aura besoin de retouches. Et après on peut l'utiliser pour les artistes qui l'utilisent comme tel, mais avec du temps, et on achète ça comme une production artistique. Voilà, mais oui, ça reste une production d'images artificielles. Si je peux juste compléter là-dessus, moi je trouve que c'est nécessaire.
important et nécessaire de l'indiquer aussi quand c'est artificiel. Je crois que nous d'ailleurs, on se doit de le faire, hein, c'est légal, mais c'est important de dire voilà que cette photo a été générée par intelligence artificielle et on peut le voir là-dessus. Hein, en ce moment, il y a quand même un vrai sujet sur les fake news. Alors là, pour le coup, c'est toi qui me l'as. C'est Adobe Stock, c'est ça, hein, qui avait généré du coup des images, donc des fausses images, hein, alors ça doit être le conflit À Gaza. à Gaza, c'est ça. Donc voilà, c'est là où il y a un vrai sujet d'authenticité et de réalisme. Et on peut voir sur juste la slide d'après un documentaire qui est sorti sur Arte il y a quelques temps, il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle La fabrique du mensonge, je crois. Qui justement traite du sujet de l'IA pendant les élections américaines où voilà, l'IA a été fortement utilisée aussi côté camp républicain et qui a fortement influencé du coup l'électorat. Je crois d'ailleurs qu'il y a deux tiers des électeurs qui ont été qui sont retrouvés exposés en tout cas à l'intelligence artificielle. Donc là, on peut voir des images qui sont évidemment toutes fausses. Et c'est pour ça qu'il est vraiment très très important du coup d'indiquer à chaque fois l'authenticité, la preuve d'authenticité de l'image, la source, et la source. Je me permets de reprendre le micro parce que je vois en même temps une question de Mathieu auquel tu as déjà un peu répondu, Arnaud, sur le fait que effectivement les images d'IA sont facilement identifiables et donc il y a ce risque de dégradation de qualité aussi. Et c'est justement pour ça qu'Arnaud disait que nous on n'allait pas dégrader nos prix parce que en fait la réalité du passage à la prod sur de l'IA, c'est beaucoup de temps derrière pour que l'image ne fasse pas IA justement. Donc en ce sens-là, non, on ne va pas baisser nos prix. Au contraire, on devrait presque les augmenter parce que c'est un vrai savoir-faire aujourd'hui de manipuler ces outils-là et de veiller à avoir toujours les dernières innovations et de veiller à avoir le bon niveau de formation des équipes pour s'en servir. Parce que justement, on ne veut pas arriver à devenir le fast-food de la com. En tout cas, c'est pas comme ça que nous on conçoit le métier. C'est sûr que il y a des agences qui vont le faire sans doute. Il y a des clients qui peuvent être tentés de le faire aussi pour des coûts qui défraient toute concurrence. Néanmoins, nous, voilà, on a la conviction que l'IA doit nous permettre de monter en qualité plus que de monter en quantité. Et c'est comme ça qu'on le travaille au sein de l'agence. Tout ça, tout ce qu'on se dit là, ça touche beaucoup à des questions donc d'authenticité, on l'a vu, de confiance aussi. Et il y a un article récemment qui est paru dans Stratégie qui disait que les marques qui sont donc aussi nos clients sont très divisées justement sur le sujet du recours à l'IA. Il y en a 50% qui disent qu'ils sont favorables au recours à l'IA et 50% pas du tout. Du coup, c'est difficile de dire si, pour reprendre un peu le titre de notre conversation, difficile de dire si l'IA est ami ou ennemi de nos clients. Quel est, vous, votre ressenti par rapport à ça, peut-être, Géraud? Ouais, pareil, on a très vite mis en place toute une charte éthique à l'agence parce que je pense que parmi les 50% des clients qui sont contre, il y a cette crainte du légal, hein, Clément l'évoquait, il y a certains aspects qui commencent à être légaux et notamment le fait de devoir indiquer le fait que l'image a été générée ou assistée par intelligence artificielle. Mais il y a encore beaucoup de flou sur les données d'entraînement des IA telles que Midjourney ou Stable Diffusion ou autres. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de clients réfractaires à cause de ça. Donc, moi, déjà, le premier conseil peut-être que je peux donner aux gens qui nous écoutent, c'est si vous faites travailler des agences sur de l'IA, vérifiez s'ils ont ce genre de démarche en interne. Demandez-leur leur charte éthique, demandez-leur comment ils ont mis en place un dispositif qui permet de pas se mettre dans l'illégalité. Parce que ça va assez vite, notamment... Quand on parle de copyright, ces IA, elles ont une puissance telle qu'on peut copier le style de n'importe quel artiste, de n'importe quel photographe, de n'importe quel illustrateur, ce qui est bien sûr complètement illégal. Donc voilà, vérifiez ça dans un premier temps. Et dans un second temps, pour apporter peut-être un second point de nuance par rapport à ce que je viens de dire, je crois aussi que la réalité, si on est honnête avec nous, c'est qu'il y a encore... l'ensemble de nos clients n'avaient pas forcément les moyens de faire des prods photos qui soient authentiques, qui soient extrêmement renouvelé, parce que c'est aussi ça la réalité, c'est que si on veut faire une production de contenu qui soit vivante et sur la durée, il faut produire du contenu au long cours, ce qui est extrêmement coûteux. Et donc on avait aussi très souvent, et on a toujours recours aux banques d'images. Et moi après, je serais curieux d'avoir votre avis, messieurs, mais j'ai la conviction que un client qui fait appel à une banque d'images, c'était pas rare que quelques semaines après, quelques mois après, on puisse voir le même visuel chez un de ses concurrents qui a interprété un rôle tout à fait différent parce qu'on n'avait pas l'exclusivité du visuel.
Là, avec l'IA, c'est différent parce qu'on sait que chaque visuel qu'on va générer sera 100% unique. Et donc, on peut, dans des enveloppes qui sont restreintes par rapport à des productions au long cours, concevoir des environnements qui soient uniques, qui soient propriétaires, qui soient identitaires. Et ça, c'est chouette, je pense, pour nos métiers. Je te rejoins totalement là-dessus. C'est-à-dire que c'est un aide à la créativité. C'est un outil qui nous permet de créer, d'être pertinent dans le message qu'on veut faire passer, d'être unique. C'est-à-dire que voilà, on crée des images dédiées à un sujet et donc c'est extrêmement puissant pour justement donner une identité à nos clients, les accompagner. Après, il y a ce besoin d'exigence de qualité que l'IA ne nous donne pas forcément pour l'instant. En tout cas, et c'est là où l'exigence des agences doit être là sur le rendu final. Et donc oui, c'est un ami des clients, mais avec une exigence de rendu qui doit être maintenue. Voilà. Juste pour reprendre ce que tu disais, c'est ce qui justifie aussi, tu en parlais tout à l'heure, du savoir-faire aussi de l'IA, dans le sens où, alors moi je parle vraiment de mon expérience sur les modèles de langage, mais si je dis à une IA et que je ne sais pas prompter, et que j'ai pas l'expérience en tout cas du prompt, que sors-moi cette campagne sur tel brief, etc., elle va me sortir quelque chose qui a déjà éventuellement été vu, etc., qu'il faut se réapproprier, et ça justifie tout le savoir-faire qu'il faut, que ce soit pour de l'iconographie ou même du coup du concept pur ou d'une accroche ou quoi que ce soit, quoi. Mais c'est vrai que c'est, de ce point de vue-là, en fait, c'est intéressant de voir à quel point il faut prendre le temps de travailler avec l'IA, quelle qu'elle soit, Midjourney, ChatGPT ou autre, pour réussir à avoir un résultat qui est intéressant et pertinent, quoi. Oui, en fait, on parle d'une attitude responsable vis-à-vis de l'IA. Si on va jusqu'au bout, si on se fait un peu l'avocat du diable et qu'on parle responsabilité environnementale, utiliser de l'IA, c'est pas neutre en termes d'émissions. Comment, et nous ici à l'agence, on a quelques convictions aussi sur ce sujet environnemental. Comment est-ce qu'on arrive à concilier les deux, un engagement en faveur d'outils un peu décarbonés et puis un recours à l'IA quand même qui prend un peu de force là en ce moment chez nous. Comment on concilie ces deux aspects? Tout le monde me regarde. Ça veut dire que c'est à moi qui incombe la lourde tâche de répondre. Non, en vrai, tu as tout à fait raison de le souligner. On sait que les IA, pour être entraînées, ont coûté énormément d'énergie et ont consommé énormément d'énergie. On consomme toujours au quotidien. Après, est-ce qu'une requête sur ChatGPT pèse plus lourd qu'une requête sur Google? Pas nécessairement. Néanmoins, ça sous-entend quand même de ne pas faire n'importe quoi. Tu le précisais, nous, on a depuis notre nouveau positionnement, enfin nouveau qui n'est plus du tout nouveau d'ailleurs, mais repositionnement, on va dire, il y a quelques années, on a vraiment mis l'accent sur la formation des équipes et la sensibilisation des clients à une communication qui soit responsable, donc c'est-à-dire à élaborer des plans de com qui soient le plus efficients possible. Alors l'IA, c'est tentant de multiplier les contenus, parce que c'est vrai qu'en un clic, on peut avoir 120 billets de blog optimisant SEO pour faire remonter n'importe quel site. Nous, pour rester sur l'exemple des sites, c'est pas comme ça qu'on fonctionne. On va se servir de l'IA pour optimiser le code, pour qu'il soit mieux éco-conçu, pour qu'il soit plus inclusif, plus accessible, mais pas pour démultiplier les contenus. Donc notre vision de l'IA, c'est ça, c'est s'en servir pour être plus pertinent, monter en qualité, donc vraiment d'un point de vue marketing, être plus percutant auprès de nos cibles, plus que démultiplier les contenus, voilà, ce qui ne sert à rien à part à nourrir le bruit. Oui, c'est vraiment ça, c'est d'avoir une attitude responsable aussi et d'avoir un objectif aussi qui soit défini avant d'utiliser l'IA, c'est-à-dire de ne pas lancer des requêtes gratuitement pour créer de la quantité ou de la matière, c'est d'avoir un objectif et de créer son prompt en fonction de cet objectif, d'aller dans la précision et pas dans le côté, dans la chance, quoi. Mais voilà, de maîtriser l'outil et d'aller jusqu'au résultat escompté. Clément, tu confirmes dans ta pratique, c'est aussi comme ça que ça se passe? Complètement, je confirme. Je vais même un peu te paraphraser, mais c'est un peu comme tout ce qui a un coût, enfin tous les outils qu'on utilise qui ont un coût énergétique. Pareil pour l'imprimante, on va éviter d'imprimer un arbre pour un document qui aura pas forcément, qui sera pas pertinent, etc. Là, c'est exactement pareil. Ça revient sur cette question du savoir-faire. Tu parles de maîtrise de l'outil. C'est exactement ça. En fait, plus je maîtrise l'outil, plus je vais savoir comment faire pour avoir ce que je veux. Donc moi, je vais prompter finalement, et du coup, moi, je vais avoir ce coût énergétique d'utilisation d'IA, quoi. Je vois que ça fait une petite demi-heure qu'on se parle. Est-ce que c'est pas le moment finalement de se résumer un peu et puis finalement d'aborder le sujet de cette conversation, de se dire un peu des choses là-dessus. Finalement, l'IA, ami ou ennemi des créatifs, qu'est-ce que vous avez à en dire?
commence. Vas-y, tu as le micro. Bah, je dirais que l'IA est l'ami des créatifs si on considère que c'est une machine et que celui ou celle qui est créatif, c'est celui qui l'utilise. Moi, j'aime bien j'aime bien me rappeler que l'IA est un outil un peu comme pourrait l'être. On parlait de l'imprimante tout à l'heure, mais un robot cuisine, n'importe quel autre outil. Mais le Thermomix, il va m'aider à faire à manger. Il va peut-être faire parfois mieux que moi à manger, mais c'est pas lui qui va décider ce que je vais manger ce soir. Et de ce point de vue-là, c'est mon ami, mais c'est moi qui ai cette idée, c'est moi qui dois garder ça. Et tant que l'humain garde la main en fait sur l'outil, c'est un ami, je pense. Alors oui, je te rejoins complètement là-dessus. C'est un ami un peu turbulent qu'il faut maîtriser. Voilà, c'est vraiment garder la maîtrise de l'outil. C'est un outil qui évolue de manière permanente. On a des évolutions, on a des nouveaux produits, voilà, il y a une veille, en tout cas, qu'on se doit d'avoir pour maîtriser, en tout cas, toute l'offre qui nous est faite. Et donc oui, c'est un ami, c'est même notre BFF, Best Friend Forever. Hein. Je pense qu'on est parti pour des années ensemble, mais on va apprendre à se connaître, quoi. Et puis on va se maîtriser d'une manière la plus pertinente possible. Géraud, on a un peu une idée de ta réponse. En tout cas, il ne faut pas commencer par se fâcher tout de suite, quoi. C'est ça, avec la. Non, mais effectivement, je crois que ces messieurs ont un peu tout dit. Moi, j'aime bien le point de la métaphore de Clément sur le Thermomix. Je crois que si on doit résumer un peu ce qu'on a dit, je pense que l'intelligence artificielle ne crée pas, à proprement parler. Il y a un super papier là qui est sorti il y a quelque temps d'une computer scientist suisse qui travaille donc sur les modèles de langage et qui explique qu'il y a 3 formes de créativité. La créativité combinatoire qui consiste à mélanger 2 univers différents. Donc par exemple, on va mélanger la photographie et la peinture, par exemple. Ce premier axe, les IA savent le faire puisqu'elles ont en référence de la photographie, elles ont en référence de la peinture. Il y a pas de problème. Le deuxième, c'est la créativité exploratoire. Donc, c'est au sein de la peinture. Hein, je vais m'essayer à toutes les pratiques possibles, hein, faire varier l'exposition à la lumière quand ma peinture sèche, les temps de séchage, les mélanges de peinture. Enfin voilà, je vais essayer toutes les ficelles et maîtriser toutes les ficelles de la peinture. Donc ça, c'est pareil. Les modèles de langage le font très bien puisque elles ont autant en cerveau les images de peinture que les techniques de peinture. Il y en a une troisième qu'elle ne maîtrise pas, qui est la créativité pure, celle qu'on essaye de faire à l'agence, qui est de renouveler les exercices systématiquement. Et donc, de faire qu'un univers qui est existant connaisse une nouveauté. Et ça, pour le coup, les IA aujourd'hui, telles qu'elles sont codées, ne savent pas le faire. Donc voilà, si je dois résumer un peu ce qu'on s'est dit, j'ai l'impression, c'est un peu ça. Retenez que les IA sont pas magiques, ce sont pas nos ennemis. C'est un nouvel outil qu'il faut effectivement en faire une meilleure amie, ce qui est pas facile. Hein. Donc en ça peut être une ennemie par moment parce que suivre les nouveautés, c'est pas évident, mais qu'elles ne peuvent pas créer à notre place. Voilà. Merci à tous les 3. Je vais me tourner vers toi, Lucille. Est-ce qu'on a des petites questions, des commentaires pour occuper oui, déjà, pour peut-être rebondir tout de suite sur ce dont tu viens de nous parler, Géraud, on nous demande les refs de cet article de la computer scientist. Est-ce que... Ouais, je vous le mettrai à dispo. Si je dis pas de bêtises, ce webinaire sera en replay sur YouTube, hein, et donc on vous le mettra dans la description du YouTube. Hein, et bonjour Pauline au passage. Merci. Il y a Jérémy qui notait que nous sommes sur l'IA qui monte en puissance et qu'on voit partout. Peut-être que dans quelques années, on l'aura trop vu et on fera un retour en arrière sur du vintage sans IA. C'était une de tes convictions, enfin en tout cas qu'il y allait y avoir à nouveau de la valeur sur le crafting manuel, quoi, que ça allait faire redonner de la valeur à ce truc-là. Il me semble qu'on en avait discuté à un moment donné. Mais... Totalement, c'est un outil, hein, ça reste un outil, c'est pas un outil exclusif, donc il y a toujours la valeur de la créativité manuelle, humaine, sensible. Voilà, il y a quelque chose de très mécanique dans l'IA, mais oui, bien sûr. Puis c'est peut-être pas du tout incompatible en fait. Ah mais c'est même très complémentaire. C'est une volonté d'utiliser un style ou un autre pour une pertinence de message, pour une sensibilité qu'on veut traduire. Donc voilà, c'est pas à exclure, et c'est à inclure dans l'offre globale en tout cas des médias d'expression. Mais c'est vrai qu'on voit pas tout de suite là maintenant le côté périssable de l'IA. On n'arrive pas à se projeter dans une fin de l'IA là maintenant. Enfin, je sais pas comment vous le sentez vous, mais
C'est pas ça qui émerge en fait. Non, ça devient comme un ami qui va nous accompagner et qu'on va accompagner pendant longtemps. Ça va devenir un outil comme l'a été l'ordinateur il y a quelques années où on est passé de table à dessin à l'ordinateur. On s'est tout dit que c'était une révolution et on a tous appris à travailler avec, ce qui n'a pas changé la créativité, qui l'a enrichi. Et voilà, l'IA va enrichir, va nous donner une palette en plus qu'on va pouvoir explorer. Et là, on est encore dans le champ exploratoire. Oui. Moi, je pense qu'on est au début d'une nouvelle ère qu'on a peut-être surestimé au départ dans son impact immédiat. Quand il y a 2 ans, ChatGPT est sorti, tout le monde a crié à la fin du travail tel qu'on le connaît, et donc à la fin des agences parce que ça peut créer du contenu. Bon, je crois que on a tous vu les contenus que c'est capable de créer. C'est encore assez vilain si on n'y met pas beaucoup d'expertise derrière. Néanmoins, ça n'a que 2 ans, on va dire le véritable essor de l'IA générative. Et en 2 ans, on voit les progrès que ça a fait et ça ne va que continuer. Donc, c'est sûr que c'est un nouvel outil qui va être omniprésent et avec lequel il ne faut pas, encore une fois, commencer par se fâcher. Il faut vraiment l'accepter que ce sera notre quotidien, en tout cas dans les métiers créatifs, c'est certain. Oui, toi, ton discours à l'agence et le discours de l'agence, c'est il faut s'y mettre en fait. Allons-y pour pas se faire dépasser par la technologie non plus. Il y a un enjeu là-dessus quand même. Oui, en fait, comme on s'est mis à la suite Adobe et à la tablette graphique quand elle est sortie, comme on s'est mis aux réseaux sociaux, enfin voilà, c'est des choses, Internet avant ça, à l'outil informatique avant ça, enfin je veux dire, c'est des virages d'entreprise qui transforment la façon dont les entreprises exploitent et traitent les données et créent du contenu, créent de la valeur. Donc voilà, il y aura pas de retour arrière, c'est évident. Donc effectivement, il faut l'appréhender dès que possible. Ouais. Il y avait Lucie, d'autres tu avais autre chose questions un peu plus... Oui, bien sûr. Il y a Marie, un peu plus haut, qui nous demandait si nous sommes sûrs que les visuels générés sont uniques. Oui, en fait, la façon dont fonctionnent ces modèles. Alors après, il faut distinguer modèle de langage et génération d'images, de vidéos en l'occurrence, dont le fonctionnement reste le même, mais dont sur les modèles de langage, les versions gratuites vont quand même avoir leur marotte et ressortir des choses assez similaires. On a fait l'exemple, par exemple, pour de la rédaction de cartes de vœux. Si vous demandez à ChatGPT 3.5, donc la version gratuite, de vous générer des cartes de vœux, vous allez voir que si vous êtes 10 dans la salle, il y a 5 fois où il va vous sortir les mêmes tournures de phrases. Mais parce qu'il n'y a pas d'effort de prompt qui est fait, c'était vraiment pour l'exercice de montrer justement les faiblesses aussi de l'outil. Après, sur la génération visuelle et de vidéos, faut comprendre que dans les cerveaux des IA, il y a à peu près tous les visuels contenus sur le web, donc je ne sais même pas en termes de volume ce que ça représente tellement c'est monstrueux, qui ont été absorbés. Et comment fonctionnent ces IA? Elles ont donc appris à reconnaître les objets sur ces visuels et à en recréer des nouveaux à partir de ces visuels. Donc c'est-à-dire qu'elles vont piquer peut-être un pixel à gauche, un pixel à droite, un pixel. Donc c'est littéralement impossible que ces IA génèrent 2 fois le même visuel, même si vous utilisez le même prompt dans le même outil par 50 DA différents, vous aurez 50 résultats différents. Qui plus est, après, il y a quelque chose qui nous est cher à l'agence, c'est conserver notre savoir-faire créatif et notre cheminement créatif. Donc, au-delà du simple prompt, on va influencer la prise de vue de la caméra, la lumière, on va influencer le style de l'image que l'on veut. Voilà, on va vraiment aller faire un vrai travail créatif avec la machine. Je prends juste un exemple moi, que j'aime bien, et c'est un exercice que je fais souvent, essayer, notamment sur un chat GPT, alors, notre métier, on doit des fois être assez drôle, faire preuve d'humour, essayer de demander à chat GPT d'être drôle, sans trop lui en donner, sans trop le nourrir de tonalité, etc. Je veux dire que c'est drôle, pour le coup, à quel point c'est pas très drôle. Mais non, c'est intéressant de voir ça, de se dire, d'essayer de comparer aussi l'humain à l'IA, etc. C'est ça qui est marrant. Merci beaucoup. Il y avait encore une question de la part de Julie qui nous demande si les visuels que nous créons nous appartiennent-ils vraiment, ne peuvent-ils pas être repris? C'est la Géro parce que... Ouais, les aspects légaux, on voit que on se retourne vers moi. C'est une très bonne remarque, effectivement, Julie. Actuellement, le droit européen, le droit français n'accorde pas de copyright, de droit d'auteur aux visuels générés par des machines, tout simplement parce que ce n'était pas possible quand le droit a légiféré là-dessus. Et donc,
La loi ne prévoit pas ce cas-là. L'IA Act, qui était tant attendu sur ces questionnements-là, n'a pas résolu cette solution. N'a pas résolu cette question, pardon. Ce qu'on est en train de voir, et c'est la jurisprudence qui nous montre le chemin, notamment du côté américain aujourd'hui, c'est que les artistes qui utilisent l'IA dans leur process créatif, parmi d'autres outils, et qui arrivent à montrer que au sein même de l'IA, ils ont fait un effort créatif là aussi, comme celui que je décrivais, d'avoir une succession de prompts, d'aller nourrir la machine avec des intentions pures de création sur des orientations de caméra, sur des orientations de style, etc., finissent par avoir gain de cause et obtenir la paternité de leurs images. Mais en l'état actuel des choses, techniquement, vous avez raison, c'est effectivement un visuel qui peut être réutilisé par n'importe lequel des concurrents de votre client, si vous ne faites pas l'effort d'avoir ce cheminement-là, créativement parlant. Nous, en tout cas, c'est le parti pris qu'on a pris à l'agence, en discutant avec nos avocats notamment. Est-ce qu'on a d'autres questions de droit? Pas de droit, mais des questions d'ouverture peut-être. Ou est-ce que l'IA va finir par se nourrir d'elle-même et donc à terme que les résultats perdent en qualité, nous demande Mathieu. Question très philosophique. On n'est pas expert de l'IA. Moi, tous les papiers que j'ai pu lire là-dessus montrent que justement la chaîne de création traditionnelle reste essentielle pour avoir des IA qui produisent en qualité. C'est-à-dire que tous les tests qui ont été faits aujourd'hui de créer des IA à partir de bases de données produites par des IA montrent que ce sont des IA qui sont absolument nazes, aussi bien dans le texte que dans l'image, et produisent des choses effectivement de moindre qualité. Donc je ne crois pas que ça soit le sens de l'histoire. Après, rien ne nous en prémunit, mais j'ai le sentiment qu'en tout cas les chercheurs et autres entrepreneurs qui bossent sur ce sujet-là ont plutôt vocation à générer des modèles qui changent la réalité de l'entreprise, la réalité des métiers, donc avoir les meilleurs résultats possibles, donc des bases de données de qualité. Je me permets juste mais vraiment sur le sujet du modèle de langage. Je pense qu'à partir, et ça revient sur le sujet dont on parlait tout à l'heure, de l'humain qui gère cette IA et non l'inverse. C'est à partir du moment où vos idées sont de qualité et vous le nourrissez avec des idées de qualité, normalement, je pense que automatiquement, il peut vous sortir des choses intéressantes. Mais ça doit venir de la créativité humaine et non de l'inverse, quoi. Et juste ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que les IA sont nourries d'une manière différente et redonnent des traductions aussi différentes. Donc, il y a une richesse qui est créée par rapport à la manière dont les IA sont nourries de manière différente, et ça crée une vraie richesse. Et je pense que c'est ce qui est attendu aussi. C'est de passer d'une IA à une autre pour avoir une interprétation, en tout cas du prompt, qui va être sensiblement différente en fonction de la manière dont l'IA a été nourrie et quelle est sa base de travail. Donc, non, je pense que le formatage, c'est pas la direction qu'on prend. Et je crois que nous avons fait le tour des questions. Bon. Voilà. Eh bien, si c'est bon pour tout le monde, merci à vous. Merci beaucoup. Comme on vous l'a dit, ceux qui étaient inscrits vont recevoir par mail. Si vous voulez le revoir, vous allez avoir le replay de cette conversation. Et puis, ce sera bientôt disponible aussi sur notre chaîne YouTube. Voilà. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci tout le monde.